Je m'appelle Martin Cramp, je travaille pour OceanOps, qui est un centre partagé entre deux agences des Nations Unies, donc Organisation météorologique mondiale basée à Genève, OMM, puis la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO basée à Paris. Et OceanOps est hébergé par le centre de recherche marine français Ifremer à Brest. Moi, je suis coordinateur navire dans ce centre, qui est donc un centre de coordination et monitoring du système mondial d'observation de l'océan. Et donc, moi, dans mon rôle de coordinateur navire, je m'occupe pour une partie, bien évidemment, des navires de recherche. Mais avec les navires de recherche, ils ne sont pas très nombreux. On ne peut pas couvrir l'océan intégral. Donc, je suis aussi coordinateur pour le navire d'opportunité. Donc, on cherche à travailler avec le bateau de commerce, navire de commerce, le porte-container, navire de pêche. Et on cherche souvent des solutions pour accéder aux zones où il y a peu d'autres bateaux, notamment dans l'hémisphère sud, autour de l'Antarctique. Il y a donc très peu de bateaux. Et moi, j'ai un arrière-plan un peu de course au large aussi. J'ai travaillé avec la voile, dont ça semble notre vie maintenant, mais j'ai un bon lien avec la communauté voile. Et donc, la course au large et les courses autour du monde, ils vont régulièrement donc, dans ces zones au sud des Grands Caps, où il y a peu de moyens pour collecter les données. Et les derniers 10 ans, on a donc formé une coopération, un partenariat avec cette communauté qui nous aide donc à mettre soit des instruments autonomes dans l'eau, des bouées dérivantes ou des flotteurs Argo, par exemple, ou d'installer vraiment un instrument à bord qui collecte des données tout le temps, n'importe où le bateau se trouve. Donc, ces navigateurs, donc bien sûr, sont partis, là, c'est pour justement la Vendée Globe, hein, n'est-ce pas? Donc, ils viennent de partir il y a à peu près une semaine. Donc, ils font le tour du monde en solitaire. Et donc, non seulement ils sont navigateurs, mais en plus, donc, ils ont cet équipement que vous leur donnez, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent observer les océans. Donc, comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est tous les navires? Comment ça se passe? Alors, ce n'est pas encore tout le navire, mais C'est j'espère la l'espoir. prochaine fois, on va avoir ça. Et si on va un peu dans le passé, avec le COP 21 en 2015 à Paris, on a signé un premier grand partenariat avec la classe, qu'on appelle la classe IMOCA. Donc, tous les bateaux qui sont dans le Vendée Globe sont de ces tubes de bateaux. Et avec cette classe, on a fait un partenariat. Donc, la première fois en 2015, et le Vendée Globe est parti la dernière fois en 2016. Et en 2016, cette communauté n'était pas encore prête, je dirais, mais il y a un vrai changement dans cette communauté des skippers aussi. Eux, ils ont souvent en mer, eux, ils voient très bien comme l'océan, comme il change. Ils ont aussi envie, en grande partie au moins, d'assister à nos besoins scientifiques et aussi pour en parler au grand public. Et donc là, en 2020, on avait vraiment cette chance qu'une grande partie des skippers étaient partants et a dit, OK, même si ce n'est pas encore standardisé, même si on n'est que 12 sur 33 qui assistent, même si ça veut dire que je prends 20, voire 40 kilogrammes supplémentaires pour une partie de la course, je veux le faire quand même parce que c'est quelque chose du bien. Ça va au-delà de l'aspect sportif et ça aide la science autour de climatologie, mais aussi pour les observations de demain. Sachant que là, il y a si un navire en mer, il transmet ses données météorologiques, ils ont traité en temps réel, et 6 heures après, le navigateur va télécharger son dernier bulletin météo. Et s'il était dans une zone où il y avait peu d'autres données, donc le temps en mer ne change pas, mais la prévision, la qualité peut vraiment augmenter. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante. Le flotteur autonome qu'on a donné au Vendée Globe cette année, il y a 7 bouées dérivantes qui étaient données par une communauté européenne qui s'appelle eSurfMA, c'est autour de EUMETNet, donc c'est plusieurs pays européens qui financent. Et les 3 flotteurs Argo, c'était Argo France, donc le programme français géré ici à l'Ifremer, qui a donné des instruments. Par contre, les autres instruments qui sont durement installés à bord, et ça c'est l'autre grande nouveauté, étaient financés par les équipes. Donc, eux, ils ont parlé avec leurs partenaires, avec leurs sponsors, et on dit, on pourrait faire un programme scientifique autour du programme Vendée Globe. Par contre, j'ai besoin de financement et on avait cette chance que quelques partenaires ont dit, OK,
on veut assister à cet effort-là et on finançait les instruments à bord. Et vous parliez justement du poids des instruments. Est-ce que justement avec la technologie, ces instruments sont moins lourds qu'avant? Alors, les premières installations à bord du navire, il y a 10-12 ans, on a fait les premiers prototypes. Ils pesaient presque 40 kilos. Là, les dernières versions qui étaient installées récemment, on est à 16,5 kilos. Donc, ça a nettement avancé, on peut dire, c'est déjà ça. Puis, après, si on trouve un moyen pour générer une règle générale, et on dit même équipement sur tout le bateau, ce qui va faire une autre course autour du large qui est en 2022. À ces moments-là, bah, si ça pèse 20, 30 ou 40 kilos, au niveau de la compétition, c'est la même chose pour tout le monde et ce n'est pas une frein à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous parliez justement des navigateurs qui font bien sûr le tour du monde et qui observent les océans. Et peut-être vous parlez avec eux justement, quelle est la dégradation qu'ils observent des océans? Alors, quand nous avons eu le premier confinement en France, on a fait justement pour alimenter un peu ces réseaux qui étaient à l'arrêt à ces moments-là et pour envoyer un message un peu positif, on avait fait un vidéo avec la CEI UNESCO. Et là, cet aspect-là a été mentionné plusieurs fois. Donc, ils nous ont dit, on a vu des vaches qui flottaient dans l'eau, on a vu des machines à laver, on a vu du plastique partout. Donc là, ils ont des impressions qui sont assez négatives. Et là, justement, tout à l'heure, j'ai parlé avec Boris Herrmann, qui c'est un des Vendée Globistes actuels, pour justement planifier le déploiement de son flotteur Argo. Et il disait, bah, dis donc, il a fait le tour du monde plusieurs fois déjà, sur plusieurs bateaux. Et là, le Sargasse, cette année, c'est incroyable comment ils sont présents déjà dans cette partie très est de l'Atlantique Nord. On n'a jamais vu ça avant. Et donc là, ces types d'effets, c'est pour eux, ils ont en premier rang pour voir ça. Après, dans les courses au large autour du monde, dans l'hémisphère sud, il faut faire attention avec la glace. Donc, des icebergs qui dérivent vers le nord, il faut les éviter. C'est pour ça qu'il y a toujours une zone de sécurité. Et là aussi, cette année, c'est une année un peu particulière, mais dans le passé, on avait déjà l'impression que on ne peut pas plus jamais pouvoir battre le record parce que la zone, elle vient de plus en plus nord et en conclusion, la route est de plus en plus longue. Mais là, cette année-là, c'est pour une raison que je ne peux pas expliquer actuellement, mais ce n'est pas trop le cas cette année. Et vous parliez donc, ils ont des flotteurs, c'est bien ça, qu'ils mettent à l'arrière de leur bateau. Et après, donc, les données qui sont récupérées sont envoyées en France, dans un centre. Comment ça se passe exactement? Et après, ils sont analysés. Comment ça se passe? Alors, si je prends les deux types d'instruments autonomes qu'on déploie cette fois dans le Vendée Globe, il y a le bouée dérivante de surface, donc fourni là par iSurfMA via Météo France. C'est un instrument qui pèse autour de 20 kg. C'est une sphère avec un encre flottante derrière qui permet que l'instrument va dériver qu'avec le courant de surface et très peu à cause du vent. Ce qu'on veut mesurer, c'est le courant de surface. Et là-dedans, il y a donc un baromètre aussi. Et une fois par heure, on envoie l'ensemble des données, pression atmosphérique, la position pour la dérive, puis la température de l'eau de mer, ça aussi. À terre, et dans ces cas-là, via Météo France, c'est partagé avec la communauté internationale en temps réel. Donc, les différents services météorologiques, à ces moments-là, ils ont un système intégré pour partager ces données et une donnée qui est arrivée chez Météo France à midi. Quelques secondes après, il est à disposition aussi d'un météorologue en Australie. Pareil pour le flotteur Argo. Le flotteur Argo, ça, c'était une vraie révolution pour les océanographes. Donc, bouée dérivante, il y a environ 1500 en mer actuellement. Flotteur Argo, il y en a 4000 en mer. Et le flotteur Argo, il planche dans la colonne d'eau. Le flotteur standard qu'on déploie dans ces cas-là ici, il plonge à 1000 mètres le premier jour, puis 9e jour à 2000 mètres et remonte 10e jour. Il arrive en surface, dans la colonne d'eau, il mesure
conductivité et température. Avec ça, on peut calculer la salinité. Il arrive en surface, il envoie ses données, il replonge, et ça en autonomie pendant 5, 6, 7 ans. Et donc, ça permet aux chercheurs de regarder à l'intérieur de l'océan, ce qui avant était très, très, très compliqué à faire. Donc, ça permet de faire plusieurs choses à la fois à court terme, des prévisions même qui sont de valeur pour le navigateur à nouveau. Après, ça permet à moyen terme de prévenir au cas il y a un El Niño ou la Niña qui s'installe, et à long terme, bien évidemment, combien de chaleur va dans l'océan et les courants en profondeur. Tout ça grâce à ces flotteurs à Go. Et là, à nouveau, il y a 2 centres de données globales pour partager ces données, dont un centre ici à l'Ifremer à Brest. Les données arrivent, ils ont traité tout de suite et mis à disposition des chercheurs du monde entier. Et donc, peut-être une dernière question. Donc, cette course vient de commencer. Elle va durer combien de temps, tout d'abord, la course? Alors, il y a là, la technologie des bateaux a aussi changé pas mal. Donc, maintenant, ils volent, ce qui nous a compliqué un peu la chose, parce que pour mesurer quelque chose, pour mesurer la salinité, etc., il faut qu'on ait accès à l'eau. Maintenant, ils volent cette dernière génération de la classe IMOCA. Donc, c'est devenu un peu plus compliqué, mais ça fonctionne quand même. Ça a donné de la performance supplémentaire, et il y a espoir qu'ils vont peut-être battre les 70 jours cette fois. Oui. Donc, les bateaux les plus performants. Là, le début n'était pas très, très bien, donc ça les a ralentis peut-être un peu, mais il y a espoir pour 70 jours pour les gagnants. Oui, parce que justement, leurs bateaux aussi sont révolutionnaires dans un sens, parce qu'ils ont changé un peu la façon dont ces bateaux sont pour essayer de aussi faire attention à l'environnement, n'est-ce pas? Donc, c'est tout un programme qui est employé pour ces bateaux, n'est-ce pas? Complètement. Donc, ça comprend par exemple aussi la propulsion. Donc, il faut énergie à bord de ces bateaux-là, aussi pour la science. Et il faut un moteur pour des raisons de sécurité. Donc, il y a déjà des bateaux qui ont remplacé le moteur classique diesel par un moteur électrique. Il y a des turbines à l'arrière, on appelle ça un hydrogénérateur, qui font avec la vitesse du bateau de l'électricité. Il y a bien évidemment des panneaux solaires et des fois aussi des éoliennes. Et tout ça, le mode de fonctionnement pour l'énergie, ça a bien développé ces dernières années. Et voilà. Et donc, peut-être, je disais que c'était la dernière question, mais quels sont justement les plans pour les prochaines courses et les prochaines années avec Covid ou sans Covid, justement? Avec le Covid, il faut voir que le départ était un peu triste cette année, parce que normalement, quand une course au large quitte la France, notamment le Vendée Globe, quand le bateau quitte les canals au Sable d'Olonne, il y a des milliers de personnes, de spectateurs qui viennent, qui sont venus pendant le jour avant le départ aussi dans le village. Et il faut voir ce facteur-là aussi, qu'on peut parler, nous, scientifiques, chercheurs, coordinateurs de problèmes, observation des océans, c'est une chose. Ça n'intéresse pas trop le grand public. Par contre, quand il y a un navigateur, un skipper du Vendée Globe qui parle de ces problèmes-là ou qui intègre ces programmes dans son programme de course, qui a son stand au village, quand la classe IMOCA on en parle, ça nous donne un potentiel pour parler de tous ces problèmes au grand public qui est vraiment, vraiment énorme. Et pour le futur, ce que nous espérons, c'est donc d'établir une règle générale que comme il est obligatoire d'avoir un radeau de survie à bord, par exemple, que ça devient aussi obligatoire d'avoir un système scientifique à bord de tous ces navires. Ça permet de collecter le même type de bateaux, le même type de données, pardon, par plusieurs navires en même temps qui vont quand même toujours dans plus ou moins la même zone. Donc, on peut comparer entre les différentes éditions du Vendée Globe dans ces cas-là, mais aussi avec les autres courses autour du large. Donc là, on a vu aussi dans cette communauté voile en général un vrai envie de travailler ensemble. Il y a le Vendée Globe, mais il y a the Ocean Race, il y a le Clipper Race around the world, il y a aussi des rallyes avec des familles qui partent faire un grand voyage autour du monde. Et là, donc, on a une vraie communauté, voile et la science, Sailing for Science,
qui se développe autour de ça, qui essaie à trouver un chapeau, un programme parapluie pour bien travailler ensemble, pour que les données sont comparables et pour faire un grand effort tous ensemble. Et cette intégration entre les différents programmes d'observation, entre les différents projets, c'est très important pour le succès de ce type de programme. Martin Kramp, merci beaucoup pour cette interview et puis bon vent, comme on dit. Hein. Et puis merci, c'est une belle initiative. Vous avez autre chose à ajouter? J'aimerais juste remercier tous les skippers, tous les intervenants, tous les gens qui, depuis longtemps maintenant, soutiennent cette initiative. Aussi, mes collègues à l'OMM, comme à la COI, comme à OceanOps, qui ont confiance qu'on fait la bonne chose et qui ont vraiment poussé ces programmes. On est là maintenant, on voit maintenant les premiers fruits maintenant, les grands succès, il arrive là, mais c'était une grande préparation et c'est grâce à un grand nombre de personnes très motivées et enthousiastes qu'on est arrivé là. Merci à tous. Oui. Il faut sauver les océans, n'est-ce pas? Hein? C'est tout de même notre avenir. Hein? 2 tiers de la surface. Tout Et à fait. les changements climatiques, c'est changement océanique. Oui, oui. Et c'est bien là, n'est-ce pas? Ils sont les premiers témoins, ces navigateurs. Exactement. Merci encore. Merci. De rien.